Ce podcast vous est offert par BMW. Découvrez le futur de la conduite avec la nouvelle BMW iX3. Bonjour à tous, bienvenue dans ce Trendstalk. La Belgique est à un moment historique, important sur le plan économique et social. Le budget qui doit être finalisé, la crise peut-être qui couve encore. On reçoit pour parler de tout ça et bien d'autres choses encore David Clarinval. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un acteur clé de ce qui se passe pour le moment. Je rappelle, vous êtes vice-premier ministre au fédéral pour l'EMR. Vous êtes ministre de l'économie, de l'emploi, de l'agriculture aussi. Des compétences ô combien importantes. D'ailleurs, un ministre du Travail, ça faisait longtemps qu'il n'y avait plus de ministre libéral. Donc 104 ans. Donc c'est quand même important. Et donc, à un moment aussi, il y a des réformes, on va en parler, importantes qui sont menées. Mais là, d'abord, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que la Belgique est en crise aujourd'hui ? Mais en crise, le mot est trop fort, clairement. Mais on est dans un moment difficile, c'est clair. Vous savez, sur le plan budgétaire, nous devons franchir des obstacles qui n'ont plus été franchis depuis des années. On parle de l'époque de Hahn, avec... Les années 90, donc. Ouais. Exact, nous avons fait déjà 23 milliards d'efforts avec cet accord de gouvernement. Nous devons en faire encore 10. Donc c'est vraiment des objectifs inédits. Et donc c'est très difficile, avec les réformes qui ont déjà été annoncées, de pouvoir encore faire cet effort supplémentaire. Mais d'un point de vue plus global, la guerre en Ukraine qui s'éternise, le refinancement dans la défense qui est lié, du coup. Exactement. Les tarifs américains qui ont des conséquences géopolitiques partout. Le fait qu'au niveau plus macroéconomique, eh bien, l'Europe soit sous pression du dumping chinois, d'une forme de protectionnisme d'autres continents. Tous ces éléments font que, au niveau économique, on est dans une période compliquée. Au niveau militaire, au niveau social, on est en effet dans une période difficile et nous devons ajouter ces éléments budgétaires en plus qui font que on est dans des temps un peu compliqués. Parce que le Premier ministre a quand même mis maintenant une forme d'ultimatum, je ne sais pas si on doit utiliser ce mot-là, mais en disant « retenez-moi, sinon le 6 novembre, je me rends au palais ». Ça veut dire quoi ? Qu'une crise gouvernementale est possible en plus ? En effet, donc nous avons convenu lors du Cairn de la semaine dernière, c'est que si le 6 novembre nous n'avions pas d'accord, Bart De Wever irait informer le roi. Ça ne veut pas dire nécessairement que démissionne. Il va en tout cas informer le roi et dire que la période est compliquée. Mais l'objectif, c'est surtout de montrer que nous devons, avant jeudi, qui est en fait le jour de la séance parlementaire de reprise après les vacances parlementaires, que nous allons avoir un deadline et qu'on doit se mettre d'accord donc pour mercredi soir. C'est une manière de vouloir mettre un peu un entonnoir dans les différents projets qui sont sur la table. Il y a le budget, mais il y a toutes les réformes qui sont en négociation, qui vont, nous espérons, pouvoir aboutir le 6 novembre. Et le cas échéant, si ce n'est pas le cas, alors on devra envisager la suite. Alors David Clarinval, on a un peu dépeint le MR comme le parti du non, parce qu'il y a eu plusieurs choses qui sont sur la table. On a parlé d'un saut d'index, on a parlé d'une hausse de la TVA. Bon, Voreut surtout a évoqué la taxe des millionnaires. Bon, ça c'est un peu le refrain de la gauche connue, mais le MR dit souvent non, beaucoup non pour le moment. On dit non aux taxes. En fait, c'est vraiment la solution de facilité partout en Belgique et pas seulement au niveau fédéral. On voit quand on a des difficultés budgétaires, on taxe, on propose de nouvelles taxes, on augmente des taxes existantes, on revisite des taxes anciennes. Mais nous, on dit, dans un pays qui est déjà autant taxé que la Belgique, avec des niveaux atteints qui sont dans le top 3 au niveau européen, on ne peut plus taxer. Donc on dit non aux taxes, on dit on doit faire les efforts là où il y a clairement des marges, et là où il y a des marges, pour nous, c'est en dépenses. On le voit, les réformes doivent être menées, les dépenses doivent être vraiment
contenue, et on doit entamer et prendre des décisions plutôt pour limiter la progression des dépenses ou diminuer les dépenses, parce que c'est là, en Europe, qu'on est dans le top 3 aussi. On est un des pays qui dépense le plus. Donc avant, c'est un principe de bon sens, paysan, j'oserais dire. Avant de dépenser, on doit d'abord faire son budget, et le budget, c'est on ne dépense pas plus que ce que l'on a. Et aujourd'hui, malheureusement, on a trop facile à dépenser de l'argent qu'on n'a pas encore récolté. Donc, diminuons les dépenses et on devrait pouvoir aboutir. On rentrera dans le détail de ça, mais avant, un saut d'index, par exemple, libéraux, par le passé, ont déjà accepté ça. Oui, mais il y a plusieurs formes de saut d'index. Donc, tout d'abord, il faut savoir que nous avons promis aux électeurs que nous allions récompenser les gens qui travaillent, que l'on allait augmenter le pouvoir d'achat, que l'on allait vraiment mettre une différence d'au moins 500 € entre ceux qui bossent et ceux qui sont inactifs. Donc, un saut d'index, ça ne va pas dans ce sens-là, ça ne récompense pas les gens qui travaillent, que du contraire. D'autant plus que ce qui était, et donc c'est pour ça que nous étions contre, d'autant plus que ce qui était sur la table, c'était un saut d'index à la Martens-Gold, à la Dehaene même, c'est-à-dire un mécanisme qui confisque l'index. On ne laissait pas à l'employeur le bénéfice de ne pas payer le salaire des travailleurs. Non, on lui disait, tu payes quand même le salaire du travailleur, mais tu ne le payes pas au travailleur, tu le payes à l'État. Et donc pour la compétitivité, zéro, quoi. Ça n'avait pas d'impact de compétitivité. Donc les 2%, admettons, d'augmentation d'index qu'un travailleur aurait pu avoir début de l'année prochaine, eh bien, les 2% étaient intégralement payés par l'employeur à l'État. Et donc, ça n'était pas du tout favorable pour la compétitivité. Donc, nous, on est quand même particulièrement attentifs à la compétitivité. On sait que les coûts du travail sont vraiment une des plus importantes charges qui pèsent sur la compétitivité. Et venir maintenant dire on capture 2% pour l'État, si, pour l'État, c'était une bonne chose, évidemment, mais sur le plan de la compétition, c'était pas Par exemple, les entreprises pourraient vivre avec, elles demandent d'ailleurs même, une réforme de l'indexation des salaires. Ça pourrait se retrouver sur la table. On a clairement dit que nous, on pouvait, par exemple, faire un saut d'index des allocations. Donc des allocations sociales, le chômage et les autres allocations qui ont été fortement indexées pendant la Vivaldi, on pouvait sans problème ne pas les indexer pendant une année. Ça, c'est un point sur lequel on est d'accord, mais pas pour les gens qui travaillent. Alors, il y a des variantes. On sait qu'on a travaillé, par exemple, sur des méthodes d'annualisation d'index, donc des simplifications entre les différentes conventions collectives. Donc, ce genre de travail pourrait être fait, mais un saut d'index tel qu'il était sur la table avec 2% de capture et le donner au budget d'État, ça, c'était pas possible. Hausse de la TVA, même chose. Vous savez qu'on dit toujours, vous avez dit, c'est une solution de facilité. Il y a des gens qui disent, avec une hausse de la TVA, on est sûr de faire notre budget. Mais ça, pour vous, non. Mais non, parce qu'on a déjà un taux de TVA qui, par rapport aux voisins, est déjà très élevé. On a des taux inférieurs en France, aux Pays-Bas, en Allemagne. Donc, si l'on veut encore accroître notre handicap par rapport au commerce qui se trouve à la frontière, si on veut encore plus inciter nos citoyens à se rendre faire leurs courses en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, alors augmentons la TVA. Mais moi, ce que je veux, c'est au contraire que l'on fasse revenir les consommateurs belges qui partent faire leurs courses à l'étranger en Belgique. Et donc, on doit plutôt que de faire une augmentation de la TVA, on doit faire ce qu'on a dit dans l'accord du gouvernement, c'est-à-dire diminuer les cotisations, les écotaxes qui avaient été mises par les écologistes, les écotaxes sur les emballages. Il faut les supprimer pour ne plus que les Belges aillent acheter des bouteilles d'eau en France, par exemple. On doit, par exemple, aligner les accises sur les alcools, par exemple, avec ce qui se fait dans des pays avoisinants, en France, simplement avoir le même taux pour ne plus qu'on aille acheter à l'étranger. Les Luxembourgeois sont à un taux tellement bas qu'il sera difficile de s'aligner. Je ne voudrais pas donner de faux espoirs. Mais par contre, on doit avoir ce genre de réflexion. Idem sur le... c'est pour faire rentrer de nouvelles... Ce sont des mesures qui rapportent de l'argent. En Belgique, nous avons interdit certains produits de tabac qui sont par contre vendus chez tous nos voisins.
parce qu'on a une position d'être plus dur que nos voisins sur certains produits de tabac. Pourquoi ne pas simplement autoriser certains produits qui sont autorisés en France, aux Pays-Bas, au Luxembourg, et qui sont achetés par les Belges par e-commerce de toute façon, qui sont vendus sous le manteau. Autorisons ça, c'est 135 millions pour nos libraires et pour tous nos commerçants. Donc, il y a moyen de travailler, de rapporter de l'argent pour l'État en étant intelligent et en veillant à protéger plutôt que, en tout cas, à permettre que les achats se fassent en Belgique plutôt que se fassent à l'étranger. Voilà le genre de débat que moi je mets sur la table au sein du gouvernement et j'espère être entendu. Quand on parle de réduire de nouveau les dépenses, je dis de nouveau, certains disent on est un peu à l'os, c'est compliqué. Alors il y a la norme de croissance des soins de santé, ce genre de choses-là sur lesquelles il faudrait travailler, ou bien vous avez d'autres solutions créatives? On a clairement identifié des volumes importants qui pourraient être trouvés. Un exemple évident qui crève les yeux pour toutes les personnes dans ce pays, c'est malheureusement qu'en Belgique, nous avons encore beaucoup trop de personnes qui sont malades de longue durée. Quand on compare le nombre de malades de longue durée avec ce qui se passe en Allemagne, on a 600 000 malades en Belgique, c'est à peu près la même chose en Allemagne. Mais il y a 8 fois plus d'Allemands. Ça veut dire que les Belges sont 8 fois plus malades que les Allemands. Donc ça n'est pas acceptable. On ne veut évidemment surtout pas attaquer les malades. Les gens qui sont malades doivent être soignés dans de bonnes conditions. Ceux qui sont réellement malades. Bien sûr, les réellement malades. Ouais. Et ils doivent avoir le temps et les bonnes conditions pour pouvoir se soigner. On est vraiment très attentif à ça. On veut vraiment protéger les malades, qu'ils puissent se soigner. Mais par contre, l'INAMI a récemment fait une étude qui a démontré qu'il y avait une proportion très importante de faux malades, en fait. Des malades qui ne sont pas malades. Ils ont bénéficié de certificats de complaisance par certains médecins peu scrupuleux, où ils ont pu passer entre les mailles du filet du contrôle des mutuelles, voire même dans certains cas des mutuelles qui ferment un peu trop facilement les yeux sur des situations difficiles. Et donc, résultat, on a une proportion de faux malades très importante qui pourrait être détectée. Donc, on veut chasser les abus de la sécurité sociale. Et évidemment, ça permettrait, et ce n'est pas moi qui donne les chiffres, ça vient de Frank van den Broek, donc parce qu'on m'accuse de donner de mauvais chiffres, je voudrais être prudent. Et Frank van den Broek dit lui-même que sans problème, on peut atteindre 2 milliards et demi, rien qu'en luttant de manière beaucoup plus efficace sur ces faux malades. Ça veut dire responsabiliser tous les acteurs qui sont concernés, les médecins, les mutuelles, les entreprises aussi. Il y a des entreprises qui disent « oui, mais finalement, ça va être encore nous qui allons payer une forme de taxe parce qu'on va devoir payer l'indemnité plus longtemps, alors que derrière les médecins, les mutuelles, ça va être plus compliqué de les responsabiliser. » Ça, vous entendez cette inquiétude-là ? Donc il faut que tout le monde soit responsabilisé, les médecins, les mutuelles, les faux malades également, mais les employeurs doivent aussi jouer un rôle dans la remise au travail. On constate que parfois, il est un peu trop facile d'orienter des personnes dont on n'a plus besoin ou dont on ne veut plus nécessairement avoir la collaboration de trouver vers la maladie. Une formule. Donc, il faut aussi reconnaître que dans certains cas, ce genre de comportement existe. Mais ça n'est pas pour autant que, comme certains collègues autour de la table le proposent, il faut aller jusqu'à une augmentation du salaire garanti pendant 6 mois. Donc ça, nous sommes totalement contre, évidemment. On veut responsabiliser, mais on ne doit pas punir. Parce que beaucoup d'entreprises font leur job et veillent à réintroduire les malades dans leur circuit du travail. Et donc c'est pour ça que, par exemple, augmenter les primes pour les entreprises qui réintègrent les malades dans leur staff, voilà une mesure que l'on soutient et qui permet aussi de responsabiliser les employeurs. Donc 2 milliards et demi, ça fait un quart du chemin, si je comprends bien. Donc vous vous dites, les 10 milliards, vu que c'est le seuil qui a été fixé, sur lequel Bardoëvre visiblement ne transige pas, c'est faisable en réalité. Donc on parle de 2030, 2029-2030. Ouais. Ce n'est pas pour le budget 26, mais c'est à l'horizon. Il y a d'autres pistes. Alors, c'est clair que l'accord du gouvernement prévoit qu'il y aura quand même une juste proportion de taxes. Donc, dire qu'il y aura 0 taxe, ça n'est pas non plus
l'accord du gouvernement. Donc on doit être honnête et on doit aussi dire qu'il y aura une part de taxe qui est proportionnelle à l'accord du gouvernement, 1/9, c'est ça qui est prévu. Et puis il y a plein d'autres mesures. Nous, on en a mis sur la table la stratégie de croissance, par exemple. Donc, ça, c'est l'effet retour, les fameux effets retour. Oui, mais allez, prenez l'exemple de l'exclusion du chômage. Chaque chômeur qui se met à travailler, c'est 30 000 € de bénéfices pour le budget de l'État. Ce sont des allocations de chômage qui ne sont pas payées et ce sont des recettes de cotisation sociale parce qu'ils travaillent qui sont versées. Donc, un chômeur qui travaille, c'est 30 000 € de bénéfices nets pour l'État. Eh bien, on va clairement avoir des effets retours que l'on estime à près de 2 milliards d'euros. Ça peut être budgété quelque part. Ça, voilà un exemple d'effet retour qui est pris dans l'étude globale. Et donc, quand on dit qu'il n'y a pas d'effet retour, si, en voilà qui vont arriver. Très certainement, mais il y en a d'autres. La stratégie de croissance, c'est plutôt miser sur la compétitivité des entreprises, c'est-à-dire diminuer les cotisations sociales, c'est-à-dire mettre une norme énergétique. Donc ça veut dire veiller à ce que les prix de l'énergie pour les industries énergivores soient les mêmes que ceux qui sont que des pays autour de nous. Donc de telle sorte à ce qu'il n'y ait plus une fuite d'entreprises vers nos voisins ou vers les États-Unis. On veut garder sur notre territoire des industries qui ont besoin de beaucoup d'énergie. Donc on doit aider cela. Voilà, ce genre de mécanisme permet de créer de l'emploi, permet de sauver de l'emploi et donc permet in fine d'avoir un budget qui est en bonne... vertueux. C'est le cercle vertueux. Donc, quand les entreprises vont bien, elles créent de la dynamique économique. Quand la dynamique économique est là, on crée de l'emploi. Quand on crée de l'emploi, on crée des recettes fiscales. Quand il y a des recettes fiscales et moins de dépenses sociales, c'est un budget qui est en boni. Et c'est une sécurité sociale qui est bien garantie, approvisionnée. Et donc, finalement, c'est un cercle vertueux qui est mis en place, et c'est ce cercle vertueux que l'on veut booster par la stratégie de croissance. Lutter contre la fraude sociale, la fraude fiscale, évidemment, toutes les fraudes doivent être un objectif important et diminuer les dépenses. J'ai cité l'exemple des malades de longue durée, mais il y a d'autres exemples que l'on peut évidemment mettre sur la table. Et c'est ce cocktail de toutes ces mesures qui feront qu'on atteindra les 10 milliards, en plus des 23 milliards en 2030. Ça veut dire que le 6 novembre, si c'est le rendez-vous que Bardowey aura fixé pour aboutir à un accord, que vous aurez un package global, parce qu'il y a encore des réformes qui doivent être entérinées, sur lesquelles vous aviez travaillé cet été, mais qui doivent encore être finalisées. C'est ça que vous voudriez obtenir? C'est un gros ensemble avec le budget, la stratégie de croissance, les réformes pour atteindre l'objectif? On voit clairement que Bard-de-Wever donc on a obtenu un accord cet été, le Zomer Accord, qui était très ambitieux, avec beaucoup de belles mesures. On voit que... Qui est en danger si le gouvernement tombe. Oui, mais pas de panique, je ne pense pas que le gouvernement va tomber. Mais par contre, la deuxième lecture, parce que vous savez que ce sont des lectures successives qui se passent au gouvernement avant d'aller au Parlement, la deuxième lecture est pour le moment sur la table. On a encore, pas plus tard que ce matin, travaillé sur la loi de dispositions diverses emploi, c'est-à-dire les heures de nuit, les heures supplémentaires, les négociations au sein des conventions collectives, tous ces éléments constitutifs de la vie des entreprises et de l'amélioration du marché du travail des entreprises. On a parlé de ça. Deuxième lecture est sur la table. FlexiJob, par exemple, c'est sur la table. Mais on a les pensions qui sont toujours là. La réforme fiscale. Tous ces éléments sont aujourd'hui sur la table. Il reste quelques knelpunts, quelques points de divergence, les entre parenthèses dans les textes. Oui. Et si on peut trancher ces différents points de divergence, nous pourrons en même temps, je pense que le budget, proposer vraiment un paquet qui sera révolutionnaire, en tout cas qui marquera vraiment l'histoire du pays, dans le sens de nombreuses réformes et d'un budget pluriannuel qui permet de remettre le pays sur de bonnes rails. Donc on passerait d'un gouvernement sous pression à un gouvernement historique. Je pense que c'est l'ambition que Bard-de-Wever et les vice-premiers et les ministres ont tous en tête. En tout cas, moi, c'est l'ambition que j'ai j'espère que tout le monde la partage. Alors il y a un texte par contre qui a été voté, lui, ça c'est acquis, c'est la
limitation dans le temps des allocations de chômage, ça c'est acquis, on est d'accord. Hein. Donc au 1er janvier 2026, bon, vous avez accepté de phaser un peu cette réforme de manière à ce que ce soit plus digérable pour les organismes d'emploi, mais enfin, ça va être mis en œuvre. Enfin, ça c'est quelque chose, vous dites... c'est peut-être la principale corde à mon arc aujourd'hui. Mais les réformes, moi, je les fais. Hein, on en a parlé beaucoup, mais moi, je les fais et je continue à les faire. Pas seulement le chômage, il y en a d'autres qui sont également faites. Et cette réforme, elle aurait dû être faite depuis longtemps. Malheureusement, personne n'a osé s'y attaquer jusqu'à présent. Moi, je le fais. Je pense que si je le fais, c'est parce que je pense que c'est vraiment nécessaire et utile de remettre le travail au cœur des préoccupations. En fait, en réalité, en Belgique, on avait un système qui récompensait l'oisiveté, avec un système infini pour le chômage. C'était le seul pays au monde qui avait ce système qui n'était pas limité dans le temps. Et donc, malheureusement, on récompensait plus les personnes qui étaient dans l'oisiveté que celles qui voulaient travailler. Maintenant, c'est terminé. On maintient un système généreux, hein, avec 2 ans de chômage. C'est plus qu'en France ou que dans les pays avoisinants, qui sont à 1 an ou 1 an et demi. Nous, on est encore 2 ans, avec évidemment en proportion de la quantité de travail que vous avez fait avant. Si vous avez travaillé 20 ans au Cora, par exemple, vous aurez immédiatement les 2 années. Si vous n'avez fait que quelques mois de travail, ben, vous aurez un peu moins que votre collègue. Mais donc, ça devait être fait, ça remet le travail au cœur du débat. On le fait de manière soutenable. On a prévu des montants importants au CPS parce qu'on sait que dans le paquet des 200 000 personnes qui étaient au chômage depuis un certain nombre d'années, qui vont être exclues en 26 et en 27, on estime à peu près un tiers qui sont très éloignés du travail. Donc il y aura quand même un peu des files devant les CPS ou pas ? Alors, il y aura un tiers qui va aller travailler, parce qu'on voit déjà, et on a de bons indicateurs qui montrent que pas mal de personnes maintenant s'activent et reprennent du boulot, donc ça c'est vraiment bon. On a un tiers qui sont très éloignés du travail et qu'il va falloir plus accompagner, peut-être plus longtemps. Avec les régions, on va se focuser sur ce tiers-là. Et donc, il est clair que peut-être que le CPS va devoir les aider dans un premier temps pour leur permettre de retrouver en tout cas une solution. Et puis il y a un tiers de personnes qui ont des moyens, alors soit ce sont des moyens immobiliers, ce sont d'autres moyens qui existent aujourd'hui et qui font qu'ils n'auront plus droit au chômage parce qu'ils ont tout simplement des rentrées qui leur permettent de vivre sans cela. Ce sont des personnes qui peuvent travailler et qui, on estime qu'elles sont plutôt réfractaires au travail, mais en tout cas n'auront plus le chômage. Alors sur les réseaux, il y a eu quelques campagnes, quelques messages disant « j'ai reçu un message qui me met en demeure de retrouver un emploi, etc. » Est-ce que vous dites qu'aujourd'hui, il y en a qui jouent un peu à se faire peur sur la question ? Alors je pense, il y a eu beaucoup de discussions là-dessus. Moi, je regrette vraiment que les syndicats jouent un peu à faire peur dans cette période compliquée. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, l'ONEM a envoyé clairement des lettres aux personnes concernées. Les 2 premières vagues sont informées. Donc les personnes qui perdront leur chômage au 1er janvier ou au 1er mars ont reçu leurs lettres. Ensuite, il y a d'autres vagues, 1er avril, 1er juillet, selon etc. l'ancienneté Ces gens chômage, ouais, seront informés en temps voulu. Et quand on sera certain qu'ils sont dans les conditions d'être exclus. On ne veut pas informer une personne, vous allez être exclu, et en réalité, comme elle a quand même travaillé de manière épisodique, eh bien, elle pourrait garder son chômage. On ne veut pas faire peur inutilement aux personnes, et on veut les informer quand on est certain. Or, certains syndicats ont envoyé vraiment tous azimuts, en ce compris aux vagues suivantes, des lettres les incitant à se rendre auprès des CPS, les incitant à prendre des formations. Et donc, moi, j'ai regretté un peu cette volonté d'aller plus vite que le train dans certains syndicats. Et on voit bien, et je ne mets pas tous les syndicats dans le même panier, on voit bien que, par exemple, la FGTB, qui clairement disent dans la presse, nous voulons faire tomber ce gouvernement, nous voulons que l'Arizona tombe. On voit bien que la FGTB fait ça à des fins plutôt politiques. D'autres syndicats ont fait ça plutôt
parce qu'ils veulent plutôt prévenir, anticiper. Donc, ce ne sont pas les mêmes motifs, je pense. Notamment, il faut être correct. La CSC n'a pas la même attitude que la FGTB. Et donc, il fallait être clair que c'est la FGTB qui fait vraiment un combat politique. Donc, voilà, moi, je regrette un peu que, dans certains cas, on veuille aller plus vite que le train. Mais bon, soit, ceci étant dit, les personnes seront informées. On a veillé à phaser dans le temps pour ne pas qu'il y ait justement des files devant les CPS le 1er janvier. Pour permettre à ces CPS, on leur a donné des moyens considérables pour qu'ils puissent engager du personnel, pour qu'ils puissent recevoir de l'argent pour donner, avoir une compensation dans la RIS et aussi avoir des moyens pour pouvoir équiper peut-être des locaux pour recevoir éventuellement les personnes qui n'auraient pas de place suffisante dans leur bâtiment. Donc vraiment des moyens humains et immobiliers, et financiers pour pouvoir donner des solutions et qu'il n'y ait pas de personnes qui fassent des files devant les CPS. Mais le but de la réforme, ce n'est pas que les gens aillent au CPS, c'est vraiment que les gens travaillent. Toutes ces personnes sont en bonne santé, sont capables de travailler. Il y a des emplois disponibles. On a des dizaines de milliers d'emplois vacants aujourd'hui et pas nécessairement dans des secteurs qui sont avec un haut niveau de formation. On a permis que celles et ceux qui veulent faire des formations dans des métiers en pénurie puissent maintenir leur chômage jusqu'à la fin de leur formation. Et donc, je pense que tous ces éléments-là permettront que la transition se fera de manière positive, en tout cas certainement pas chaotique, mais cette réforme, elle remet le travail au cœur de notre message, tout le monde. La solidarité, elle est alimentée par les travailleurs. Ce sont les travailleurs qui payent des cotisations et c'est grâce aux cotisations des travailleurs que l'on peut être généreux par la sécurité sociale. Donc on doit vraiment tous prendre notre part à la solidarité. Que dites-vous à ceux qui pointe une contradiction entre les réformes sur la flexibilisation du travail, le travail de nuit aussi, et cette volonté de remettre au travail les chômeurs de longue durée. Et certains disent c'est plus, en fait, ces réformes de flexibilisation, une attente du marché de l'emploi flamand, qui est presque au plein emploi, que du côté wallon, ça va être très difficile de remettre les gens à l'emploi. Est-ce que c'est une contradiction ou bien vous tordez le cou à ça ? En fait, il y a deux écoles économiques qui sont assez connues dans le monde économique. C'est, d'une part, plutôt le monde socialisant qui dit « le travail est un gâteau dont les limites sont fixes » et qu'il faut couper en morceaux. Évidemment, il y a plus de personnes qui sont autour du gâteau que de parts de gâteau, et donc malheureusement, il n'y aura pas assez de parts pour tout le monde. Ça, c'est dans une vision vraiment très fixe du marché du travail, qui n'est pas le marché du travail qui existe en Belgique. En fait, le marché du travail, il bouge. Si vous avez un développement économique, si vous avez une entreprise obtient des marchés à l'étranger, si un restaurant ouvre plus souvent, ouvre tous les jours plutôt que d'ouvrir 5 jours par semaine, si on peut se développer en acquérant des qualifications qui permettent d'avoir de meilleurs produits, toute une série d'éléments font qu'en fait le marché du travail, il va évoluer en Belgique soit à la hausse, soit à la baisse. Ça varie en fait en fonction de la croissance économique. Et donc nous, on veut que la croissance économique puisse permettre d'accroître le gâteau du travail puisse augmenter et qu'on soit évidemment plus autour du gâteau à pouvoir profiter de ces morceaux. C'est un fameux pari parce que pour le moment on est dans des croissances qui sont autour de 1%. On est dans des taux de croissance qui sont à 1%. C'est pour ça que on aurait eu plus facile à le faire du temps de Jean-Luc Dehaene avec une croissance. Ou Guy Verhofstadt pour prendre des exemples. Exact. Ouais. Mais nous faisons le pari que on doit améliorer la compétitivité des entreprises. C'est grâce à cette compétitivité que l'on pourra accroître des parts de marché, offrir plus de développement économique et donc plus d'emplois. Grâce à la compétitivité, on augmente le gâteau de l'emploi et donc il y aura plus de travailleurs autour de la table qui pourront participer à la dégustation de ce gâteau. Mais c'est clair que c'est une vision plutôt libérale et qui mise sur la croissance et qui mise sur les forces du marché et qui mise sur les entreprises comme étant des partenaires. Les entreprises sont des partenaires que l'on doit aider
motiver, on doit les accompagner, on doit les aider en ne mettant pas des bâtons dans les roues administratifs constamment, avec des charges administratives intempestives, en ne leur mettant pas des conditions de concurrence déloyale. Il faut arrêter de mettre des règles en Belgique qui sont plus strictes que dans les pays avoisinants et qui font que les entreprises vont tout simplement chez nos voisins parce qu'ils ont plus facile. Il faut aussi leur mettre sur le plan des coûts salariaux, sur le plan des coûts énergétiques, un level playing field, donc vraiment un niveau qui soit comparable pour ne pas que l'on fasse fuir les entreprises avec le gâteau de l'emploi. Donc c'est vraiment cette vision. Et donc moi, je dis que les emplois, que ce sont les flexi-jobs, les emplois d'étudiants, ça participe tout simplement non seulement à couvrir des pics dans des entreprises par des moyens plus flexibles, simplement permettre de faire face à un accroissement de commandes ou à des pics dans les visites dans les restaurants, etc., mais aussi à une meilleure compétitivité de nos entreprises et donc à un accroissement du gâteau. David Clarinval, les syndicats annoncent déjà 3 jours de grève au mois de novembre, le 24, 25 et 26 novembre. Vous dites quoi ajoute-t-il ? Mais, vous savez, j'ai récemment parlé avec un grand patron d'entreprise qui m'a dit qu'en fait, qu'ils allaient délocaliser une partie de leur activité en Belgique parce que le taux de jours de grève en Belgique est parmi un des plus élevés en Europe. Même on fait plus de grèves maintenant que les Français, qui étaient jusqu'il y a peu les champions à cet égard. On fait plus de grèves encore que les Français. Donc, et ça participe du fait qu'un mauvais climat social, c'est mauvais pour la compétitivité. Et ici, en plus, ces grèves sont souvent politiques. Moi, j'ai aussi entendu d'autres patrons qui me disaient nos ouvriers font grève par solidarité avec une cause dont ils n'ont absolument rien à voir, mais dont l'entreprise en pâtit. Ils perdent des commandes, ils perdent de politique rendement. Dans le sens où on veut faire tomber le gouvernement, ou par dans exemple, le sens il y a d'autres raisons. Le FGTB qui veut faire une manif pour faire tomber le gouvernement, paf, des entreprises sont mises à l'arrêt. Et ça, c'est regrettable. C'est vraiment regrettable. Je trouve qu'on doit d'abord favoriser le dialogue social. Moi, j'ai tendu la main, je suis ministre depuis un peu moins d'1 an. À plusieurs reprises, j'ai tendu la main aux partenaires sociaux. À plusieurs reprises, on a fait des accords, que ce soit avec les différents accords interprofessionnels. En tout cas, les accords que les partenaires sociaux ont conclus, je les ai chaque fois intégrés et acceptés. Donc, il y a moyen de faire des accords, il y a moyen que le gouvernement en tienne compte, mais pour le moment, on voit qu'on est plutôt dans une guérilla. Et je le regrette vraiment. J'appelle à la responsabilité et j'appelle aux 2 bancs, patronat et syndicats, à venir s'asseoir avec le gouvernement pour trouver des solutions. Et c'est certainement pas en faisant ces grèves politiques que l'on va changer les choses. Bon, en tout cas, il y aura peut-être un signal que vous leur enverrez de manière plus claire encore le 6 novembre, si accord il y a. Exact. On se retrouvera pour en parler. En tout cas, on aura 3 jours qui seront sans doute chargés dans votre cas en début de semaine. Merci beaucoup, David Clarinval. Avec plaisir. Merci à tous d'avoir suivi ce Trendstalk et à la semaine prochaine avec peut-être un accord sur le budget. L'avenir nous le dira. Merci à tous. Ce podcast vous est offert par BMW. Découvrez le futur de la conduite avec la nouvelle BMW iX3.